Tiens, voilà. Et par contre, avec la sécheresse, là, on est déjà sur de la buxe-bomie mûre, où les capsules, elles ont éclaté, quoi. Alors normalement, c'est d'un vert tendre, très frais, là, mais voilà. On est arrivé au stade où... mais ça va bientôt disparaître, quoi. Donc il faut s'imaginer ici dans les Pyrénées, il y a 15 000 ans ou 20 000 ans, on a 400 ou 500 mètres de glace au-dessus de nous, donc on est dans une ère glaciaire. Le climat se réchauffe, d'un climat polaire on passe à un climat beaucoup plus tempéré. Et avec les glaciers qui se retirent, on se retrouve avec un sol disponible. Donc c'est un sol qui est très très caillouteux, qui est très très minéral, dans lequel commence par s'installer une toundra. Et petit à petit, avec le réchauffement climatique, les premiers arbres vont apparaître. Alors ces premiers arbres, ça va être quoi? Ça va être des arbres qui ont des fortes capacités de dispersion, comme certains saules, comme le bouleau, peut-être des sorbiers, puisqu'ils vont être dispersés par des oiseaux. Et ces arbres-là, ils ont des cycles de vie assez courts. Donc mais les générations se succèdent assez rapidement. Et ça va être les premiers cycles forestiers qui vont apparaître suite à la disparition de ces glaciers. Mais ils sont quand même très intéressants, ces premiers cycles forestiers, puisque en engendrant des feuilles mortes et du bois mort, quand ils vont mourir, ces arbres, ils vont commencer en fait à constituer nos premières strates d'humus. Ils vont préparer le sol en fait à l'installation d'espèces un petit peu plus exigeantes, qui sont des arbres qui vont vivre un petit peu plus longtemps, comme les sapins blancs, comme le hêtre. Et ces cycles-là, aujourd'hui, ils continuent, mais ce sont des cycles qui reproduisent la hêtraie sapinière qu'on a autour de nous là, et ça reste stable tant que le climat restera stable. Au fur et à mesure de ces cycles-là, évidemment, la forêt, elle passe par des phases différentes. Donc une première phase, c'est la phase dite de régénération, c'est-à-dire ce sont les toutes petites plantules là qui apparaissent quand la graine de l'arbre germe. Hop, on a un petit arbre qui apparaît, ça c'est la régénération. Ensuite, on va arriver à la phase initiale. Donc la phase initiale, c'est toutes ces petites plantules là qui ont survécu, qui donnent de jeunes arbres, et qui sont à l'abri de la dent des herbivores, comme l'isard, comme le chevreuil, le cerf, etc. On considère qu'ils sont assez grands maintenant pour ne pas se faire manger par les herbivores. Et donc ces arbres-là, ils vont constituer ce qu'on appelle la phase initiale. Ensuite, on arrive à la phase optimale. Donc c'est les arbres qui ont grandi. Optimale, pourquoi? Parce que en fait, la classification de phase, là, c'est une classification qui a été faite par des forestiers. Et c'est le stade optimal auquel ils seront coupés. Mais ensuite, il y a encore deux autres phases, qui sont la phase de sénescence. Donc c'est les arbres qui commencent à être un petit peu plus vieux, qui commencent peut-être à avoir une descente de cime. Et après cette phase de sénescence, on a une phase dite de déclin. Donc ça, ce sont les arbres qui s'effondrent. Et un nouveau cycle commence à ce moment-là. Donc on ne change plus, il n'y a plus de nouvelles espèces qui apparaissent puisqu'on est arrivé aux arbres qui sont le mieux adaptés en fait à l'endroit dans lequel on se trouve. Qui sont donc ici, je le répète, à l'étage montagnard dans les Pyrénées, le hêtre et le sapin. Le cycle forestier en ce qui concerne la hêtraie sapinière, il dure entre 300 et 350 ans. C'est la durée de vie moyenne du hêtre ou du sapin. Évidemment, certains sapins vont pouvoir vivre 700 ans ou peut-être même 1000 ans, ça on n'en sait rien. Les arbres, ils ont tous une durée de vie un petit peu différente. Et donc ce petit décalage là, il va s'amplifier au cours du temps. Et ce qui fait que dans une même forêt, normalement on doit avoir toutes ces phases là qui sont présentes. Et évidemment, ça forme une mosaïque. Et cette mosaïque là, elle est dynamique dans l'espace et dans le temps. Alors, une vieille forêt elle va être caractérisée d'abord par la présence de vieux arbres, par la présence de phases de fin de cycle forestier, c'est-à-dire déclin et sénescence,
Et puis par la présence liée à ces cycles-là de beaucoup de bois mort au sol. Et ça en fait c'est la caractéristique d'une forêt qui n'est pas ou peu exploitée ou qui a été très rarement exploitée. Mais les espèces qui sont liées au bois mort, elles sont très très nombreuses. C'est entre 20 et 50% de la biodiversité forestière. Alors les vieilles forêts en France, il faut savoir que c'est très très rare puisque la majorité des forêts françaises sont exploitées ou ont été plantées. Il faut s'imaginer la France du 19e siècle avec des campagnes très très peuplées, des gens qui se chauffaient au bois, qui cuisinaient avec le bois. Et puis une très très forte demande d'espace agricole. Donc les forêts ont beaucoup souffert avec un goulot d'étranglement qu'on estime à 1850. Aujourd'hui, les forêts elles regagnent du terrain, mais les vieilles forêts, ce sont toujours ces forêts-là qui existaient en 1850. Donc c'est des espaces qui sont quand même très très réduits à l'échelle de notre territoire. Pour caractériser une vieille forêt, évidemment, ces stades de fin de cycle et la présence de vieux arbres ne suffisent pas. Mais il faut aussi qu'on y trouve en fait un certain nombre d'espèces qui vont caractériser la continuité forestière. Donc dans ces espèces-là, on va avoir des coléoptères, des champignons, des mousses, mais aussi des végétaux supérieurs. Et donc le parc national a élaboré une liste avec ses partenaires d'une trentaine d'espèces. Et en fait, la répartition de ces espèces-là va nous permettre de caractériser la répartition des vieilles forêts dans le cœur du parc national. La forêt, c'est un milieu qui est dynamique à la fois dans l'espace et dans le temps. Quand les arbres meurent, quand on est dans une phase de chablis, eh bien, on va se retrouver avec des milieux ouverts au sein de la forêt. Et en fait, la forêt, c'est une pourvoyeuse de milieux ouverts aussi. Et la forêt abrite, par exemple, beaucoup de clairières avec des framboisiers, des myrtillers, et aussi tout un tas de fleurs qu'on a plus l'habitude de voir dans des milieux ouverts. Et c'est très important puisque ces milieux-là, ils sont des pourvoyeurs de nourriture pour tout un cortège d'espèces, comme l'ours, comme la martre, comme le chevreuil par exemple, comme l'isard. Et c'est aussi un milieu naturel qui est extrêmement structuré. C'est-à-dire que dans la forêt, ici on voit qu'on a une strate herbacée, on a une strate arbustive, et puis une autre strate qui est constituée par les arbres, avec une véritable canopée au-dessus, avec aussi, il peut y avoir des lianes, etc. Donc en fait c'est cette imbrication de milieux et cette structuration du milieu qui rend en fait possible la présence de nombreuses niches écologiques et de nombreux micro-habitats qui eux sont évidemment le siège d'une diversité animale très importante. La forêt, quand elle vieillit, elle va produire de plus en plus de micro-habitats et donc elle va générer de plus en plus de biodiversité. Les missions des parcs nationaux, évidemment, c'est protéger, c'est sensibiliser. Mais une des missions les plus importantes, c'est aussi d'accueillir le public, parce que ce sont des espaces qui sont là pour permettre aux gens de se ressourcer, de se reposer. Et donc on a aussi pour vocation de leur offrir un espace à contempler. Et je trouve que ces vieilles forêts, en fait, elles se prêtent merveilleusement bien à cette contemplation, puisque les vieilles forêts, par essence, c'est des forêts où la nature s'exprime, où on a laissé pousser ces arbres-là pendant plusieurs siècles. On les laisse mourir aussi. Et c'est ici que la fantaisie de la nature s'exprime. Et donc on voit ces arbres énormes là qui sont autour de nous. Et
C'est vraiment des endroits dans lesquels on peut se rendre compte par la simple contemplation que la nature produit des choses magnifiques pourvu qu'on la laisse faire.